Bonjour, ici Piano San Giorgio, bienvenue dans mon bureau. Aujourd'hui, je suis avec un très très bon ami et un ancien collègue, Jean-Claude, Bonsoir. avec qui on a fait les 400 coups et à qui on a fait péter les compteurs. On a beaucoup vendu à travers l'Afrique, à travers la Suisse, à travers l'Europe. Jean-Claude, tu reviens de San Francisco, Exact. une ville où nous avons souvent voyagé pour le travail. Raconte-nous un petit peu comment cette ville évolue et comment cette ville a changé ces dernières années. Ok, écoute, on voulait déjà faire cette vidéo depuis un bon petit moment parce que je suis rentré fin septembre. Mais comme tu as un agenda de ministre et moi aussi, bon, on va parler de choses où vraiment ça va être des tendances à long terme. Alors vraiment, on n'est pas en train de simplement commenter l'actualité au jour le jour. Alors San Francisco, une ville que tu connais bien, que je connais bien, on y allait en général une fois par année. Mais là, on commence à sentir que depuis 2008, il y a eu certains changements qui se sont opérés à San Francisco. Alors, le premier, c'est qu'avec la crise en 2008, San Francisco a commencé à perdre énormément de revenus de ces taxations, etc. Et ont mis un programme incitatif pour attirer la nouvelle vague de start-up au centre-ville, parce qu'elles étaient normalement, le high-tech était vers le sud, c'était dans la vallée. Et là, on a vu qu'effectivement, toute la nouvelle vague des LinkedIn, Airbnb, Salesforce, j'ai Salesforce, travaillé. Uber, etc., effectivement, est en plein centre de San Francisco. Et avec ça, ce qu'on constate, c'est que vraiment, et c'est un peu emblématique de ce qu'est devenu les États-Unis, on commence à voir les deux extrêmes se côtoyer, mais de manière très, très, très proche. Alors, on voit effectivement de nouvelles bâtisses qui sont en train de se construire en plein centre, avec des lofts à 50 millions de dollars. Et juste en bas, il y a un type qui habite dans un carton. T'en as acheté combien? et, euh, et Des puis, cartons ouais, des ou des cartons, parce lofts? que les lofts à 50 millions, j'en suis très très loin. Et ça, effectivement, ce concept c'était les États-Unis, qui étaient un pays dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est construit sur une middle class qui avait besoin de consommer, etc. On sent vraiment un appauvrissement énorme de cette middle class. Aujourd'hui, plus de 45 millions de la population sont sur des food stamps. Et il y a ce concept effectivement du winner takes it all. Alors dans ce contexte-là, moi j'étais au San Francisco cette Comme fois-ci. on en présentait tout à l'heure en parlant du fait que ça ressemble, qu'il y ait des riches dans le même immeuble ou des gens très très pauvres, ça Ouais. ressemble à l'Égypte. Où L'Égypte ça ou ressemble. d'autres pays africains qu'on a connus. Ouais. Voilà, exactement. Et où exactement le winner takes it all, pour Exact. d'autres raisons, c'est plutôt des raisons de force, Ouais. mais là c'est de la force économique. C'est-à-dire que Exact. ceux qui ont la capacité de concentrer la richesse et le pouvoir créent une telle dislocation, et en plus par la technologie, qu'ils peuvent se permettre des bonus parce que leur valeur ajoutée, en tout cas dans le monde d'aujourd'hui, elle est Ouais. juste gigantesque par rapport au type qui, ben, il n'a pas fait des études, il a pas eu Et ça le va, bon et ça placement. va aller en s'empirant. Forcément. On va y arriver. Alors, moi, j'étais dans le cas, cette fois-ci, je n'étais pas pour des raisons professionnelles, j'étais dans le cadre d'un programme de formation avec la London Business School. On a différents modules, et un des modules était sur l'innovation. Ce module-là se donnait effectivement à San Francisco. Et dans ce cadre-là, on a eu plusieurs sociétés qui sont venues nous parler, dont on a eu Uber. Pas besoin de présenter Uber, fait suffisamment de foin dans les médias. Et ils sont venus nous expliquer effectivement le modèle, etc. Alors Uber, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une société qui n'est pas encore cotée en bourse. Mais c'est une société qui est valorisée à 51 milliards de dollars. Il faut se rendre compte, c'est juste une plateforme logistique. Hein. C'est un bout de code qui a été développé. Alors c'est très intéressant de voir le business model de Uber. Et c'est là où tu comprends effectivement le concept du winner takes it all. Parce que la première chose que j'ai faite, moi, c'était de downloader l'application et d'utiliser. J'ai fait une quinzaine de trajets au centre de San Francisco. Et la première chose que j'ai faite, c'est. Moi, je pensais à l'époque que c'était juste des petits jeunes qui se faisaient un petit peu de revenus à côté. Pas du tout. Les 15 chauffeurs que j'ai pris, tous travaillaient à plein temps. Tous. Okay, des jobs assez précaires. Deuxième question que je leur posais, vous travaillez en moyenne combien de temps par jour? Alors, ils sont en moyenne entre 11 et 12 heures par jour. Okay. Ok. Et là, on voit maintenant la perversité du modèle. Combien gagne? Alors voilà, on va y arriver. Parce que dans le modèle de Uber, Uber, ce qu'ils font, c'est que avec leur moteur de calcul et leurs algorithmes, c'est eux qui dictent le prix de la course. Mhm. Voilà le nombre de taxis qu'il y a, la distance, etc. L'offre et la demande. L'offre et la demande, et ils créent un prix au vol. Et sur ce prix-là,
c'est le prix que tu vas payer, mais ils vont ponctionner au conducteur, ils vont le ponctionner 25%. Alors, ils ont réussi à extraire la partie la plus juteuse de la transaction en s'affranchissant totalement de toutes les contraintes. C'est-à-dire pas d'employé, et des coûts pas du taxi, de la bagnole. pas de voiture, pas d'entretien, pas d'essence, rien. Et alors, on voit de nouveau, alors pour que ce modèle du winner takes it all, où tu as 1% de la population qui détient 80% des richesses fonctionne, il faut qu'il y ait effectivement tout un pan de la population qui sont pratiquement corvéables à merci. Et le problème, c'est que ce n'est que le début, parce que si tu vois maintenant ce qui est en train d'arriver avec les voitures connectées, les Google Cars, etc., dans 4-5 ans, tu n'auras même plus besoin de ces gens-là. Et t'en fais quoi? Ils vont aller eux aussi augmenter le nombre de personnes qui sont sur des food stamps. Alors voilà, un peu ça a été un grand domaine que je voulais aborder avec toi, c'est effectivement ce concept de concentration du pouvoir aux États-Unis dans les mains de quelques très 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 puissants au détriment d'une population qui est en train de s'appauvrir. Et on le voit dans la rue aujourd'hui. L'alternative, c'est le socialisme. C'est-à-dire qu'à un moment, tu empêches les gens d'innover par la ponction, tu les empêches d'être physiquement présents, parce que nous on les connaît, les Larry Ellison, les Mark Benioff, alors il y a des enculés, il y en a des sympas. Mais l'idée de base, c'est que quand tu as une idée qui te permet de casser les chaînes d'intermédiaires, de désintermédiarité. Tu te souviens, Don Tapscott en parlait déjà il y a 20 ans. La désintermédiation donc le fait de tuer les intermédiaires permet d'avoir ou de fédérer des services directement avec les clients. Cette technologie que les clients plébiscitent, puisque finalement ils finissent par payer moins cher, ils le font tout en sachant qu'ils détruisent des pans entiers de l'économie. Alors l'ultralibéral va te dire, ces gens qui étaient dans ce pan de l'économie qui va disparaître, ils avaient qu'à réfléchir et ne pas faire chauffeur de taxi, ne pas faire des métiers que tu n'as pas vraiment le choix, c'est pas des choix de carrière, c'est juste parce que tu les fais parce que voilà. Mais si tu fais du socialisme où tu dis non, on interdit, on est obligé de faire en sorte que les prix sont plus chers et les gens qui créent la richesse, ils vont ailleurs. Voire avec Internet, ils vont quand même faire l'application et elle va quand même niquer l'économie sans que tu puisses rien y faire parce que c'est très compliqué. Je pense que ce qu'on est en train d'assister, c'est que autant le système communiste s'est effondré dans les début des années 90, fin des années 80, est arrivé à sa chute. Je pense que le système ultra-capitaliste est en train d'arriver à sa chute. Et je vais te donner un chiffre par faute de clients. Exactement, parce que regarde aussi cette croissance par de la dette. Si tu penses dans les années 50, $1 de dette donnait 2,5 $ de croissance. Aujourd'hui, $1 de dette donne 3 centimes de croissance. Ça veut dire que le système s'est complètement épuisé. Oui, c'est fini. C'est fini. Alors, mais par contre, il y a un point qui était intéressant, c'est que quand même ces jobs d'ingénieur au centre-ville de San Francisco, on nous a donné quelques statistiques, c'est qu'un job d'ingénieur qui est créé à San Francisco génère du boulot pour 4 personnes en général, parce que tu as besoin effectivement du type chez Starbucks, tu as besoin du type qui va s'occuper de ton pressing, tu as besoin du mec qui va te conduire avec Uber, tu as besoin de quelques services financiers ou légaux, etc. Voilà, c'est en général, le ratio c'est un ingénieur te donne 4 petits boulots. C'est des métiers au salaire minimum. Ah oui, c'est pas des métiers on est d'accord. à forte valeur ajoutée. Alors voilà. Alors, après ça, on a un autre grand sujet de discussion qui a été la vie de 100 ans. Alors voilà, le transhumanisme. Non, on va parler du transhumanisme après. D'accord. Mais avant le transhumanisme, c'est la durée de vie de 100 ans et au-delà de ça. D'accord. Parce que là aussi, on a vu un grand changement s'opérer, c'est que il y a encore, je sais pas moi, 70-80 ans en arrière, il y avait 3 phases bien distinctes. On était un enfant, et de l'enfant, on allait vers le travail, et puis à la fin, on mourait. Il n'y avait rien d'autre. Puis on a introduit 2 étapes, qui a été l'adolescence. Ouais, l'enfulte. Ouais. Un peu enfant, pas tout à fait adulte, il y a eu complètement enfoiré. Il y a eu l'adolescence et il y a eu la retraite. Okay, et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train avec des économies qui s'y sont calquées. Parce qu'il y a des économies fixes, la télé, les jeux, machin, pour les adolescents, de 10 à 50 ans. Et parce qu'on est adolescent très tard dans notre vie, en réalité, quand on regarde notre consommation. Et puis, effectivement, des marchés spécifiques pour les retraités, le golf, les maisons de retraite luxueuses, les croisières,
Et encore pour une partie de la population, parce que si tu regardes aujourd'hui, les autres humains, où vraiment ils sont à bosser au strict minimum. Si tu regardes dernièrement, parce qu'on a vu une statistique qui disait la plupart des ménages aux États-Unis ils finissent leur mois avec moins de $100 d'économie dans la poche. Alors là aussi, c'est très intéressant de voir cette tendance qui s'est faite, parce que jusqu'à dans les années 50, tu avais un emploi qui pouvait faire tourner une famille. Et après ça, dans les milieu des années 50, il y a eu intolérable. trois choses qui sont arrivées très importantes. Alors, la première chose, ça a été l'invention de la carte de crédit. Alors là, subitement, on pouvait consommer plus que ce qu'on en gagnait. La deuxième chose a été la pub à la télévision, inciter les gens à acheter, d'où la fameuse chanson des Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, The Guy Who Wants to Try to Sell Me. Voilà, alors c'était ça. Et la troisième chose, ça a été les femmes qui sont arrivées sur le marché du travail. Et comment, effectivement, on leur a fait croire que c'était une avance sociale, etc. Mais finalement, on voulait taxer l'autre partie de la population qui n'était pas taxable et on lui donnait du pouvoir d'achat pour qu'ils puissent consommer encore plus. Alors, dans ce contexte-là, on a parlé effectivement de la ville de 100 ans. Et qu'est-ce que ça représente pour le système éducatif? Parce que le système éducatif, si tu regardes, et partout dans le monde, c'est un peu la même chose, il a été calqué sur un modèle totalement industriel. Ça veut dire partout, on a la même hiérarchie des matières. Tout en haut, tu as les maths, et la physique et les langues. Après ça, en dessous, tu as histoire, géo. Et tout en bas, tu as les arts. Bon, on a tous 2 bras et 2 mains. On peut faire autre chose que des maths. Mais on avait effectivement besoin d'avoir beaucoup d'ingénieurs, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a une pléthore. Et de plus en plus, beaucoup de ces jobs-là, on va arriver au transhumanisme, hein, vont être remplacés par des robots. Alors, il est peut-être temps de commencer à revoir ce système-là. Et peut-être les maths ne sont pas faits pour tout le monde, et vraiment commencer à pousser les gens à utiliser leur imagination. Hein. Parce qu'à travers ce système d'éducation très rigide, beaucoup de gens rentrent et perdent leur capacité d'imaginer, d'inventer, d'être créatifs. Et les jobs de demain, ça va être les gens qui vont être capables d'effectivement manier le rationnel et l'émotionnel en même temps. Aux États-Unis, quand j'habitais dans la région de San Francisco, on voyait clairement des écoles autour de Palo Alto, Atherton, etc., pour des gens très riches, qui limitaient l'utilisation des tablettes, des ordinateurs. Steve Jobs l'avait interdit pour ses enfants. Qui sont très dans l'esprit, par exemple, des écoles Montessori, où on leur donne beaucoup de créativité, de créativité aux enfants, on les laisse jouer, etc. Mais pour la majorité des gens, c'est l'enseignement de l'ignorance. C'est des sujets complètement cons, genre il y a le mois de l'histoire black quoi aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a à foutre de l'histoire black quoi? Je veux dire ça, enfin, pas de sens quoi, surtout aux États-Unis. Au lieu d'apprendre, enfin, en fait, on les apprend à devenir des bons petits esclaves politiquement corrects, soumis, ça c'est le plus important, soumis à l'autorité, soumis à la règle que tu dois bosser sans te plaindre. Et finalement, ce qui est un vieux système d'apprentissage qui est obsolète, parce que justement, si les gens riches voulaient que leurs enfants soient efficaces dans ce système-là, ils y seraient, mais ils n'y sont pas, ils sont ailleurs. Comment fonctionne l'idéologie justement de ces gens très très riches, les Allison, les autres qu'on connaît? Qu'est-ce qu'ils enseignent et comment leurs enfants se préparent au monde de demain, justement? Ça, je ne sais pas. On n'a pas du tout discuté de ça sur le système. Mais par contre, je pense que le système d'éducation, on sent qu'aujourd'hui est en train maintenant de changer. Et tu le vois très très bien à l'EPFL. Et ça, c'est Abicher qui avait introduit ça. C'est que il a fait d'abord, il a arrêté les doublons entre l'Université de Lausanne et le PFL, etc. Et après ça, il a commencé à se dire, si on doit vraiment résoudre les problèmes des prochaines décennies, on doit commencer à croiser les disciplines. On doit prendre peut-être de l'imagerie et la médecine du cerveau. Et comment croiser ça? Et c'est pas par hasard qu'il y a eu une association qui s'est faite entre le PFL et Harvard Med. Harvard Med, sur le même campus, de l'autre côté, il y avait MIT. Ils auraient pu faire ça avec eux, mais ils n'avaient pas cette vision-là. Et je pense que c'est ça, c'est effectivement comment commencer à croiser les disciplines pour être plus percutant dans le futur. Mais ça touche. C'est pas Mouloud de Sarcelles qui va accéder aux études pour faire ce métier-là. Alors, à moins, effectivement, si le système républicain et que
Bon, d'accord, c'est pas Mouloud de Sarcelles qui va y aller. Bon, Je laisse Pierrot le- ses interprétations. non, mais ou Kevin, je veux dire Mouloud, mais Kevin aussi de Ah Sarcelles. Le mec, il est aussi dans un Non, système. mais c'est clair que la famille et le Ou contexte Tyrone de Washington, de la banlieue de Washington, il n'a aucune chance le d'accéder système à. et la famille dans laquelle tu as grandi et l'exposition que tu as eue dès ta jeunesse vont effectivement définir le reste de ta... Alors ceux qui réussissent, le Kevin d'Atherton ou le Français de bonne famille qui a fait ses études aux États-Unis Qui est resté. et qui Et qui est resté. et qui est resté Qui ne revient plus. et qui reviendra plus. Bon, eux, ils accèdent à un monde qu'on connaît, qui est un monde de beaucoup de travail, mais aussi de beaucoup de récompenses, de winner takes all, c'est-à-dire que celui qui arrive à avoir la part de marché dominante ou qui travaille à haut niveau dans l'entreprise qui a la part de marché dominante, il ramasse entre stock options et beaucoup d'argent. Ok, cette nouvelle classe de ultra super riches et puissants, comment justement elle voit son avenir, comment elle voit son futur justement. C'est des gens qui aujourd'hui sont entrés dans le moule, ils se posent même plus de questions, ils travaillent comme des ânes, ils n'ont même pas le temps d'en profiter hein, finalement. De temps en temps ils s'offrent comme quelques vacances à droite et à gauche, mais la vie de tous les jours te permettrait... C'est ça le problème de notre société, c'est que tu as des gens qui ont du temps mais qui n'ont pas d'argent, des gens qui ont de l'argent qui n'ont pas de temps pour le dépenser. Et je pense qu'on est allé un peu trop loin. Et tu parlais de cette vie de 100 ans. Alors ça vie de 100 ans, effectivement. Ça force maintenant les gens à complètement changer la manière dont tu perçois effectivement ta carrière. Ces carrières où tu rentrais chez Nestlé, chez Philippe Morris, etc., et tu faisais 30, 40 ans, c'est terminé. Et puis, tu sais, à l'époque, nous on regardait, quand on recevait un CV, on regardait la consistance du CV, s'il n'avait pas des trous. Et ben aujourd'hui, ça va avoir des trous, c'est même bénéfique. Ça te permet effectivement de prendre une année sabbatique, d'aller te changer les idées, d'essayer autre chose, de te reformer de nouveau. L'agilité, pas seulement physique et mentale, effectivement, sont les ingrédients qui vont te permettre d'arriver à une vie de 100 ans. C'est encore un avantage pour les femmes, ça, d'avoir des trous. et des gens qui habitent à San Francisco, à Castro. Bref, mais donc oui, donc c'est pas seulement la durée de vie, c'est comment tu remplis cette durée Exactement, de vie. parce que aujourd'hui, tu arrives à 60, 65 ans à la retraite, tu as encore un cerveau qui fonctionne pleinement, tu as encore de l'énergie, tu peux faire encore énormément de choses, même si tu n'es pas rémunéré. Fais-le pour ta communauté, fais-le pour les autres, essaie de transmettre ce know-how que tu as. Ça, c'est vrai qu'ils le font de plus en plus. Et ça, tu le vois effectivement dans les places d'apprentissage en Suisse et en Allemagne. Effectivement, tu as cette transmission de la connaissance, qui est une connaissance qui n'est pas dans des manuels. Hein, c'est dans l'expérience. Exactement. Comment tu transmets ça et comment effectivement tu crées des générations entières, des filières d'artisans. Le rêve de certains, c'est non seulement de remplir une vie de 100 ans, mais c'est aussi de prolonger ces 100 ans à plus, à beaucoup plus. Alors, on va commencer à toucher un autre sujet. Alors, dans ce tour qu'on a fait, on a eu la possibilité d'aller voir, de visiter l'université qui s'appelle Singularity. Alors, Singularity, qu'est-ce que c'est? C'est l'université futuriste de la Silicon Valley. Elle a été fondée par Ray Kurzweil. Alors, Ray Kurzweil, je ne sais pas si on a besoin de le présenter, mais c'est effectivement, c'est un peu le pape du transhumanisme, au-delà de l'humain. Et ça a été un inventeur dès son très jeune âge. Pour les musiciens qui nous écoutent aujourd'hui, ceux qui se rappellent, effectivement, il avait créé le premier synthétiseur, le premier piano qui était capable de reproduire le son d'un grand piano. Et d'ailleurs, tu vois, il y a certains synthés où tu as écrit Kurzweil derrière. C'est lui, effectivement. C'est lui qui a produit ça. Alors, c'est aujourd'hui le patron des développements chez Google. Ouais. Un homme très très puissant. Effectivement, lui et son associé Peter Diamandis, je pense, se donnent maintenant cette vision d'aller au-delà de l'humain, d'être capable d'ici 20 ans de copier le contenu de ton cerveau, le descendre sur un ordinateur et de pouvoir le passer à quelqu'un d'autre, d'avoir des ordinateurs qui sont plus puissants au niveau capacité de raisonnement qu'un être humain. Où est-ce que ça va nous mener tout ça? Sur le papier, il y a la progression de la puissance de calcul, elle est là. Et puis, tu sais, nous on l'a vu ça dans l'industrie informatique. Tu te rappelles, avant ça, avant les années 70, l'ordinateur c'était un gros truc dans un centre de calcul très 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 loin de nous.
Et après ça, il s'est passé, après les années 70, on a eu les premiers mini-computers. Là où j'ai commencé à faire mes armes, sous ton papa, que j'ai toujours énormément respecté comme un grand monsieur. Et là, l'ordinateur est arrivé au niveau du département. Il était sous la table, ou il était juste dans le bureau à côté. Après ça, on a eu des PC dans les années 90, arrivés sur notre bureau. Puis on a eu des laptops sur nos genoux. Puis après, on les a eu dans la poche avec nos iPhones. Maintenant, on les a sur le bras. Et bientôt, peut-être qu'on sous la peau. On l'aura sur la peau. Alors, effectivement, je ne dis pas que tout ça, c'est mauvais. En tout cas, ça se rapproche de plus en plus de nous. Ça se fait, en tout cas. Ça se rapproche de plus en plus de nous. Okay. Maintenant, moi, la seule chose que je crains dans tout ça, c'est pas ces concepts de transhumanisme, effectivement, c'est ces concepts-là dans le contexte actuel. Dans un contexte où, de plus en plus, on est fliqué, on nous enlève nos libertés, effectivement, le droit de s'exprimer, etc. Si en plus de ça, on commence à avoir une puce et qu'il y a quelqu'un qui est capable de la contrôler, etc., je ne sais pas. Là, on est vraiment dans le délire orwellien. Hein. Tu penses que les gens qui commandent, ils sont pas avec un grand cœur et qui souhaitent notre... mais effectivement, on va toujours t'amener ça sous la couverture d'un progrès social, etc., etc. Mais effectivement, il y a des débordements énormes autour de ces technologies du futur. Hein. Eux, en tout cas, ils y croient à fond. Ils y croient à fond, mais il y a des gens qui les traitent de barjots. Hein. Ils y croient à fond. Ils pensent effectivement pouvoir surpasser Dieu et sa capacité de créer. Voilà, souvent les critiques qui me gênent personnellement sont les critiques qui viennent de gens religieux, qui sont genre c'est horrible, vous pouvez pas changer la création divine. Non, mais les religieux ont toujours été en retard sur les technologies. Exactement. On l'a vu avec le procès de Galilée. Une critique plus, à mon avis, intéressante, c'est une critique de gens comme John Michael Greer ou Kunstler, qui d'ailleurs dans Too Much Magic, il te dit, au fond, cette croyance de pouvoir toujours aller plus loin et que quelles qu'en soient les conséquences, ce sera forcément positif, etc. Et de résoudre tous les problèmes par la technologie. Voilà. C'est une sorte d'invocation magique, c'est une sorte de religion. Et il doute d'ailleurs de la capacité énergétique de pouvoir financer tout ça, parce que finalement, pour pouvoir produire de plus en plus de technologie et de plus en plus de puissance, ce qui est un fait, effectivement, nous avons cette loi de Moore qui s'applique dans énormément de domaines, pas seulement l'informatique, dans la biologie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus du biomimétisme, de la biomécanique. On fabrique en utilisant des procédés qui copient la nature pour fabriquer des nouvelles machines, de la nanotechnologie, etc. Tous ces éléments nouveaux qui convergent, ils sont basés sur une structure industrielle de plus en plus vaste. Enfin, plus la pyramide monte, plus la base doit s'étendre avec des gens qualifiés. Or, on a de plus en plus de masse. Et il y a autre chose aussi. Est-ce que vraiment on va être capable d'avoir les matières premières qui vont... Voilà, j'allais venir. Toutes ces masses, elles ont besoin de nourriture. Pas seulement de nourriture, mais les minéraux, les métaux, pour effectivement continuer à produire toutes ces technologies. Alors, jusqu'à présent, les craintes ont été infondées dans le sens où nous avons réussi, jusqu'à maintenant en tout cas, à croître, à nourrir de plus en plus de gens. On est à 7,5 milliards de personnes. De fait, la machine, elle s'est emballée, mais elle tourne encore. Ouais. La question qu'on se pose tous, c'est jusqu'à combien de temps? Ces gens qui sont tout en haut, ce qui se posent les questions de savoir si justement la base industrielle est capable, ou c'est quelque chose qui they take it for granted. C'est genre, ouais, mais bon, c'est bon, quoi. On va y arriver parce que... Je doute vraiment de leur capacité à réfléchir de manière humaine, ces gens-là. Ces super puissants-là ont formé aujourd'hui une oligarchie. Hein. On sait très très bien. On n'est plus ils vraiment... se connaissent entre eux. C'est eux qui tirent les ficelles. Ils ont tellement de moyens qu'ils sont capables de... Vraiment, ils ont des lobbyistes partout. Et pas seulement aux États-Unis. Maintenant, au niveau de la communauté européenne, c'est la même chose. Grand doute. Vraiment, tu m'as dit que tu as essayé un peu de les challenger, de leur lancer je les ai challengés sur certaines de ces questions-là, effectivement. Est-ce que allons-nous avoir les métaux et les ressources nécessaires pour y arriver? Une autre question que j'avais posée, parce qu'on avait des gens de Mars qui font partie du même programme, et quand on les avait vus en Chine, là... Mars, la société. Hein. Effectivement, 35 milliards de chiffre d'affaires avec des croquettes de chiens, des chocolats, des chewing-gums. Et eux, effectivement, ils t'expliquent... Tout dans le même paquet qu'on donne aux enfants.
Et il t'explique effectivement que la planète, on va bientôt arriver à 9 milliards, qu'il faut trouver des moyens de les nourrir, etc. Oui. Et je leur ai posé la question, et les OGM? Il dit, mais monsieur, qu'on soit très clair, hein, on ne nourrira jamais 9 milliards de personnes sur la planète sans OGM. Ouais, donc OGM. Voilà. Après, c'est le pompier pyromane, hein, il y a un peu une logique répétitive. Bon, après, moi, je ne suis pas certain que leur logique est juste là-dessus, mais à vrai dire, si on veut se faire l'avocat du diable, et dans le transhumanisme et dans les OGM, ce sont des choses qui sont anciennes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, à partir du moment où on a commencé à faire des plombages dans nos dents, à partir du moment où, la semaine prochaine, je vais me faire opérer de la cataracte, Déjà, ouais, déjà je suis un jeune vieux. Mon Dieu. Et bon, on est déjà bionique dans un certain plan. On a déjà des augmentations à partir du moment où on a des transplantations, Mais il veut vraiment aller Voilà. beaucoup, beaucoup plus loin, là, carrément, d'être capable de te. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que si tu veux savoir à quoi ça va ressembler, regarde les films d'aujourd'hui. Dans les années 70, on regardait Frankenstein, il coupait un mec, un bras, etc., il le recousait, ça donnait un être humain. Et bien, on n'est plus très loin aujourd'hui de ça. Tu avais Knight Rider, le mec qui parlait à sa voiture et l'arrivée, etc. Google Car et Apple Watch, on n'est plus très loin de ça. C'est vrai. Alors, si tu veux savoir effectivement à quoi ça va ressembler, regarde ce que produit Hollywood en ce moment. Et puis, tu as toute une série de films qui sont en train d'arriver. On a eu d'abord les plus basiques comme Matrix et Robocop, etc. Mais on commence à avoir d'autres qui s'appellent. On a eu Lucy avec Scarlett Johansson. Lucifer, c'est un concept un peu luciférien. Et il y en a plein d'autres. Tapez transhumanisme Hollywood, vous allez voir la liste des films qui sont, en train de nous préparer gentiment. Intéressant ces derniers temps. Ils sont en train de nous préparer gentiment, effectivement, à cohabiter avec ce monde des machines. Il y en avait un récemment, les cinéphiles le trouveront facilement, où il y avait ce jeune informaticien qui était amené chez le patron, qui était un genre, c'était une sorte de Google, qui habitait dans une maison recluse. C'était un mélange de Bill Gates et de Steve Jobs ou pas quoi. Voilà, ouais. Et qui avait une femme qui en fait était un robot et qui avait sélectionné un de ses employés pour tester ce robot, pour voir s'il se rendait compte, le fameux test de Turing, pour savoir s'il se rendait compte si ce robot, enfin s'il se rendait compte que cette femme c'était en fait un robot ou pas. D'ailleurs, scène qu'on retrouvait dans Blade Runner, à un moment déjà, un vieux truc de Philip K. Dick des années 60, je crois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la science-fiction qu'on a connue se rapproche de la réalité. Mais maintenant, je ne sais pas si tu as vu dernièrement cette dernière société qui s'appelle RealDolls.com. Oui, c'est vrai. Ça, c'est de la folie. Alors, tu commandes la femme avec les formes, avec le look que tu veux, et puis ils te la produisent, et puis. Et elle parle ça, je sais pas. Surtout pas. Franchement, on va s'arrêter là. Surtout pas. Je crois qu'on va s'arrêter. Bref, et donc alors voilà, c'était un peu pour faire avec toi. Non, mais c'est intéressant. Donc, quand tu leur as posé les questions de y a-t-il suffisamment d'énergie, etc. Pour eux, c'est genre. They take it for granted. Ouais, c'est évident qu'il y en aura. C'est évident, on s'est même pas posé la question. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça. Ou alors, on trouvera d'autres alternatives. Matrix, les mecs en batterie pour. Mais leur but, c'est quoi? C'est en fait se dire. C'est un challenge intellectuel qui devient réel. C'est de dire, au fond, on a commencé avec les plombages pour les caries et on va finir par prendre nos cerveaux, les mettre dans des machines ou alors changer nos corps pour pouvoir vivre 150, 200 ans immortels. Ce qui en soi me choque pas. Hein. Je veux dire, bon, après tout, qu'on y essaye, hein, tant pis. Mais le corollaire de ça, et toi, est-ce que tu le ressens, c'est qu'au fond, au bout d'un moment, par définition, tu as une humanité 2.0 qui est, comme dans Gattaca, pour ceux qui ont vu cet excellent film, objectivement supérieure, de fait. Ouais. Mais ils n'en parlent pas. Jamais, ouvertement, ils ne vont jamais en parler. Ils vont toujours t'expliquer que c'est effectivement pour le bien de l'humanité, c'est pour faire avancer la science, c'est pour ci, c'est pour ça. Bon, les communistes disaient ça aussi, les nazis disaient ça aussi. Mais qu'ils aient après ça, effectivement, un plan derrière la tête. Tu sais, on vit un peu l'endettement, un esclavage par la dette, ça va être peut-être l'esclavage par de la technologie aussi, c'est tout à fait possible. Hein. Bon, après, c'est sûr que d'un point de vue basique, hein, je sais pas, lorsqu'on rencontre, on serait mis face à face d'une personne qui est objectivement plus intelligent, physiquement plus costaud,
euh, capable de vivre plus longtemps et immensément plus riche, objectivement, toi, tu es un singe par rapport à un homme. Donc, c'est un peu tout d'un coup, tu descends d'un cran dans l'évolution à partir du moment où il y a quelqu'un qui continue. Alors, on évolue tous constamment. Ça, c'est l'être humain, il évolue. C'est pour ça qu'on a des différences entre les ethnies qui se sont développées en fonction d'environnements différents. Il y a une différence entre le Suédois de 2 mètres et le Pygmée d'1 mètre 40. Je veux dire, c'est comme ça. Mais quand, dans un discours humaniste qui est celui de l'humanité aujourd'hui, alors c'est un discours poudre aux yeux, mais on est d'accord qu'il y a ce discours, là on risque de faire un décollage. Quoi. Si ces rêves il arrive, regarde la pyramide, elle était très flat aux États-Unis, elle est en train de devenir une colonne. Colonne, voilà. Une aiguille. Mais oui, c'est intéressant. Qu'y a-t-il d'autre d'intéressant? Qu'est-ce que tu as remarqué aux États-Unis ces derniers voyages? C'était essentiellement ces 3 points. C'était effectivement ces deux mondes qui se côtoient. Effectivement, cette technologie en ébullition, ce concept de winner takes it all et l'impact que ça a sur effectivement. Je n'ai jamais vu autant de mendiants dans les rues à San Francisco. Je n'avais jamais vu ça avant les années, avant Et les pourtant, années 2000, c'était une ville avec pas mal de mendiants déjà à la base. Oui, mais en plein centre, dans les quartiers d'affaires, etc., tu voyais rien. Et sa vie avec des gens qui sortent avec leur café à $9. Ouais, ouais. Et puis le type qui essaie d'avoir 2 cents pour survivre. Ça choque pas plus que ça les gens, visiblement. Non, mais c'est pas un pays socialiste, tu sais, les États-Unis. Non, mais ça, c'est un de leurs bons côtés. Ah, mais ça, c'est pour moi, je trouve que c'est un bon côté, ça, le côté de, au bout d'un moment, tu bosses, tu y arrives. Le problème, c'est quand t'as pas les possibilités. C'est quand les portes se ferment. Et puis les gens commencent ça, c'est injuste. Et puis les gens commencent à sentir. Hein, à l'époque, tu dis yeah, work hard, make it. Là maintenant, c'est work very hard and you hardly make it, you know. Ouais. Tu avais effectivement, à l'époque, c'était un salaire faisait tourner une famille, après c'était 2 salaires faisait tourner une famille. Aujourd'hui, c'est 2 salaires avec une grosse dette et on n'y arrive même plus. Il y a des gens qui sont endettés pour faire leurs études, ils arrivent à la retraite, ils n'ont même pas fini de payer les prêts de leur. Ouais, j'en connais. Donc ça devient débile, it beats the purpose. Voilà. Oui, c'est intéressant Quand est-ce que sera la prochaine fois que tu vas aux États-Unis? Je pense 1000 l'année prochaine. Bon, peut-être qu'on fera un checkpoint. Et on verra un petit peu. En attendant, en Suisse, on se prépare. Exactement. On se prépare. Préparez-vous. Merci Jean-Claude. À bientôt. À bientôt. Ciao.